pour l'adoption, 780. Nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres nous hantent. Oui, les aiguilles des faiseuses d'anges nous hantent. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps, en Argentine, aux États-Unis, en Andorre, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Un événement historique, la France est devenue aujourd'hui le premier pays à inscrire, dis-je, dans sa Constitution, l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement. C'est avec une très large majorité, soit 780 voix contre 72, que la modification de la Constitution proposée par le président français Emmanuel Macron a été adoptée. Et dès l'annonce du vote, du résultat, des messages lumineux ont été projetés sur la Tour Eiffel. Elle scintillait vraiment de tous ses feux. La modification constitutionnelle sera scellée lors d'une cérémonie publique ce vendredi 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes. J'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec la politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Elle est franco-américaine. Elle est co-autrice de Les grands jours qui ont changé l'Amérique et aussi un livre qui dit La plus résistante de toutes. C'est le titre parce que c'est un ouvrage dédié à l'histoire de sa maman qui avait été arrêtée par la Gestapo, Nicole Bachar. Bonsoir, Nicole Bacharan. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Une majorité écrasante pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Une tour Eiffel qui a scintillé, des militantes qui ont applaudi. Et vous, comment avez-vous vécu ce moment? Écoutez, j'en suis très heureuse et j'en suis très fière. Je n'y suis pour rien, évidemment, mais je pense qu'il faut protéger le droit à l'avortement quand il n'est pas menacé, ce qui était le cas en France, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai vu qu'il y a environ 40% des femmes dans le monde qui vivent dans des pays où elles n'ont pas accès à l'avortement, ou très peu, et on a bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc les droits ne sont pas acquis pour toujours. On entend un vocabulaire très nataliste dans certains pays, évidemment comme la Russie, mais même on se méfie de ce qui peut arriver dans des pays conservateurs en Europe. Donc en France, ça fait à peu près l'unanimité. Eh bien, c'est le moment de le faire. Le moment de le faire, et une lutte qui a commencé il y a 50 ans, quand Simone Veil a fait adopter une loi légalisant l'avortement, mais elle a prononcé un discours sous les huées à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, donc. On va écouter un extrait. Je viens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Alors, c'est un long combat politique, une longue route pour que ce droit devienne constitutionnel. Ça a été une très longue route. Et la France, comme la plupart des pays dans le monde, était un pays où les femmes qui avaient de l'argent pouvaient aller avorter en Suisse ou en Grande-Bretagne, ou alors elles avaient recours à des méthodes épouvantables avec des conséquences dramatiques d'infection, de stérilité, voire même de décès, des procès, des femmes en prison, parfois pire d'ailleurs. Et effectivement, Simone Veil a défendu cette loi avec toute sa vigueur et toute sa force morale face à une opposition d'une brutalité incroyable, difficile à imaginer en France aujourd'hui. Elle a vraiment été traitée d'assassin, de tueuse. Et il y a eu un débordement d'attaques antisémites, de références à l'Holocauste, comme si elle faisait partie des criminels de l'Holocauste. Donc elle a tenu bon. Elle était soutenue par le président d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est vrai que ça avait été une terrible lutte et que ça n'est jamais gagné. En France, maintenant, c'est protégé. Et néanmoins, on manque de médecins, on manque de cliniques et l'accès à l'avortement n'est pas égal pour toutes.
D'ailleurs, même aujourd'hui à Versailles, où c'était quand même un événement historique, les deux chambres réunies, c'était très solennel, il y a quand même des anti-avortements qui ont allumé des bougies pour souligner le deuil. Absolument. Vous avez eu même un petit rassemblement à Versailles. On a entendu ces dernières semaines sur certaines chaînes d'information que la première cause de mortalité dans le monde, c'était les avortements. Donc évidemment, ce point de vue n'a pas disparu. Ce point de vue a le droit d'exister, mais il n'a pas le droit d'être dans la loi et c'est ce qui compte. Et vendredi, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, M. Macron a décidé d'en faire le jour qui va commémorer l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Alors, politiquement, c'est bon pour Macron? Bah, écoutez, on peut dire que c'est un succès pour lui, même s'il n'est pas à l'origine de cette initiative, mais il l'a finalement soutenu. C'est lui qui convoque le congrès à Versailles, c'est lui qui signe ces changements. Donc il peut se targuer là d'un succès. Et effectivement, bah, c'est un de ces moments où la France donne un signal au reste du monde, aux femmes dans le reste du monde. C'est une voie à suivre. Parfois, c'est pas si souvent qu'on peut parler de son pays en disant il donne l'exemple. Là, je pense qu'il donne l'exemple. Alors justement, quel exemple cela envoie-t-il aux États-Unis et particulièrement en campagne électorale où ça peut être un enjeu qui favorise Trump, le fait que l'avortement soit rendu illégal ou non criminel dans plusieurs États? Maintenant que ça fait plusieurs années maintenant que l'avortement est quasiment interdit dans une grande partie des États-Unis, on voit ce que ça signifie concrètement. Non seulement des femmes qui doivent aller très très loin pour espérer avorter, des médecins qui n'osent pas soigner des femmes qui ont des grossesses à risque et qui auraient besoin d'une interruption volontaire de grossesse et à qui on dit « Ah ben non, là revenez quand ce sera beaucoup plus grave parce qu'on ne peut rien faire avant que votre vie soit en danger ». Les femmes qui vraiment n'arrivent plus à se faire soigner. Et c'est vrai que là, ça ne concerne pas la politique, ça ne concerne pas le fait d'être démocrate ou républicaine. Et dans tous les États, il y en a eu 8 jusqu'à présent, où il y a eu des consultations sur l'avortement. Même dans les États très conservateurs, c'est le droit à l'avortement qui a eu le soutien des électeurs. Et la décision de la Cour suprême de supprimer la protection fédérale au droit à l'avortement a des conséquences dramatiques sur le plan médical, mais même sur le plan légal, parce que ça signifie concrètement que les citoyennes américaines ont des citoyennetés inégales. Elles n'ont pas les mêmes droits partout. Certaines peuvent être traînées en prison pour un fait ou une autre ne risquera absolument rien. Et ça, c'est vraiment, vraiment dramatique. Et que Trump ait suggéré dans une interview, dans une déclaration, une limite à 15 semaines de grossesse, quel impact cela pourrait-il avoir sur sa campagne? Donald Trump est en train d'essayer de se sortir de ce pétrin sans s'aliéner l'électorat le plus conservateur, notamment les évangéliques très croyants, très militants, à qui il a donné en fait les juges anti-avortement que ces groupes souhaitaient. Donc il ne veut pas perdre leur soutien et en même temps il a très bien compris qu'il n'avait pas une majorité, il n'aurait pas une majorité de vote en laissant cette interdiction de l'avortement dans beaucoup d'États. Donc il essaye de trouver une durée, disons ces 15 semaines qui pourrait faire plus ou moins consensus. Je ne suis pas sûre que ça suffisent pour lui rallier les votes des femmes qui sont victimes de toutes ces interdictions. La limite fixée en France est de 14 semaines pour le libre accès à l'avortement. Mais au-delà, voilà, tout ce qu'on appelle en France l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire toutes les situations où un enfant est mal formé, va ne pas aller au bout de la grossesse, ou va ne pas pouvoir vivre dès l'accouchement, où la mère est en danger. C'est évidemment possible, c'est une décision médicale au-delà des 14 semaines. Donc 15 semaines pour tout, ça ne réglerait pas la question. Et sur la fécondation in vitro, on croit assister à une récupération des républicains
pour ne pas l'interdire? Écoutez, on sent que chez les plus radicaux, les plus ultra-conservateurs, les plus religieux, les plus intégristes, j'ai envie de dire, il y a une espèce de course, ils n'ont plus de limites. Et non seulement ils ont remis en cause l'avortement, et ils ont réussi, mais ils veulent remettre en cause la contraception, ils veulent remettre en cause l'envoi de moyens contraceptifs par la poste, comme ça se faisait au XIXe siècle. Et effectivement, ils ont voulu remettre en cause la fécondation in vitro, soutenant que les embryons étaient des enfants ou des personnes. Et là, ça fait vraiment une levée de bouclier parmi beaucoup de femmes, notamment des femmes religieuses pratiquantes qui ont eu des enfants de cette manière et qui disent que c'est aussi leur manière d'avoir pu donner la vie. Donc je crois qu'ils se font beaucoup d'ennemis. Alors là-dessus, Nicole Bacharan, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.